basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya que el yanqui mande, el yanqui vive en palacio. Et c'est tellement impressionnant cette succession de tables rondes. On voit un François qui a vécu intensément plusieurs vies et pour moi évoquer du coup la vie algérienne de François, ça donne le vertige parce que je ne connaissais pas du tout le métier d'éditeur, j'étais fasciné par cette profession. Et je me disais dans mon représentation, un grand éditeur doit être la somme de tous les livres publiés par sa maison d'édition, ce qui n'est pas peut-être la réalité du métier, mais pour l'Algérie, il se trouve que c'est vrai, François, il était vraiment la somme de tous les livres qu'il publiait, c'était un monstre de connaissances, et les camarades d'Algeria Watch, qui malheureusement, pour des raisons de santé et géographiques, ne sont pas là aujourd'hui, mais c'était comme les échanges que vous avez eus avec vos formations plutôt scientifiques, le compagnonnage qu'il a eu avec Razi Eddoussi, qui a été ministre de l'économie avec le gouvernement des réformes et qui était très proche du CDTIM et de cette période de la vie de François qu'on a évoquée. Omar Bendera, qui a été négociateur de la dette pendant la période des réformes. Ils ont produit des analyses extraordinaire que sur le site Algeria Watch, au-delà des quelques mots que je peux dire, avec Salima Mella qui a fondé le site Algeria Watch, c'est une mine d'informations ce site, et c'est très touchant parce que il se trouve, je ne pas forcément autorisé, mais ça ressemble tellement, je vais le raconter aussi, que je ne sais pas à quel moment de l'été, est-ce que c'était aussi le 11 juillet, notre camarade Salima reçoit 10 000 pages d'archives numériques de François, de tous leurs échanges pendant 25 ans de l'histoire d'Algeria Watch qui sont sur le site, qui est une mine d'informations. Et c'est touchant et troublant du coup qu'il ait fait peut-être à la même période ce travail d'archivage. Et nos camarades avec qui, parce que moi j'étais un militant de base, mais c'était ça l'immense humanité de François, c'est qu'on avait, tout le monde était des échanges à égalité, c'était pas du tout le grand patron écrasant, et on a eu des années de militance extraordinaires pendant près de 17 ans pour ma part, et c'est vrai que José Garçon, qui en aurait parlé infiniment mieux que moi, il y a cette photo très éloquente qui montre le regard curieux et pétillant d'intelligence de François quand il rencontrait Sinaï Hamed, qui est évidemment un des plus intelligents stratèges de notre révolution algérienne. C'était ça, François, c'était pétillant d'intelligence dans tous les échanges et la militance qu'il avait, aussi bien du coup professionnel et dans sa vie familiale. Et c'était un monstre d'intelligence, et ce compagnonnage qu'il a eu avec Sinaï Hamed, et il a trouvé aussi dans la publication de ce livre, l'affaire Messili, qui a été un grand drame pour Ossine et pour l'opposition algérienne, d'avoir perdu ce grand opposant d'Ali Messili. François a eu un rôle du coup très important pour faire connaître cette affaire, malgré l'impunité jusqu'à présent. Et pendant les années 90, le courage qu'a eu François avec nos camarades d'Algeria Watch dans cette défense des droits humains. J'ai un autre souvenir à un très très bel hommage que François Gèze et Jean-Noël Jeannet avaient rendu à la BNF pour Pierre Vidal-Naquet. Sinaï Hamed était intervenu sur la partie de l'histoire de Pierre Vidal-Naquet sur la torture en Algérie, et au moment du déjeuner,
Sidi Ahmed était finalement venu déjeuner avec un camarade et moi militant de base, et quand on lui disait, mais François, c'est extraordinaire tout ce qu'il fait là en ce moment depuis la décennie noire, et il nous disait, mais François Gèze est le premier français défenseur des droits humains en Algérie. Il a fait un travail colossal, et dont on a trouvé l'extraordinaire quintessence dans la publication du livre de Habib Souedia, qui je crois a été un très très grand succès aux éditions La Découverte, et le courage qu'a eu Habib Souedia et avec l'intelligence de François, ils ont été de redoutables stratèges pour les généraux algériens, parce qu'ils les ont battus à plate couture quand le général Mézard a voulu faire un procès contre Habib Souedia et l'édition La Découverte. François a eu une idée de génie, c'est qu'il a embauché des sténos qui ont pris en note l'ensemble des auditions du procès, et ils l'ont publié dans ce livre, Le procès de la Salguerre, qui est un document exceptionnel où on a les deux thèses qui se sont opposées sur la lecture à faire de cette tragédie qui se passait en direct. François a mis tout son cœur et beaucoup d'engagement avec les camarades d'Algérie Watch. Et ce livre, Le procès de la Salguerre, c'est un document exceptionnel qu'on doit publier aux éditions La Découverte. Et François a été un contributeur essentiel pour faire éclater la vérité sur la réalité de la guerre contre les civils, comme il a su si bien nommer et qualifier la sale guerre qui a été ce qu'ont connu les Algériens pendant les années 90. Et ce document exceptionnel, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment l'invitation qu'on appelle aux historiens aujourd'hui de travailler sur les années 90 sur la base des documents exceptionnels auxquels a fortement contribué François. Et pour finir, parce que notre camarade Alain Ruscio, qui est un auteur à La Découverte en plus, je crois qu'il a eu l'honneur et le privilège, donc François s'est occupé de son prochain livre qui sort, c'est le dernier livre sur lequel François a dû travailler cet été. Du coup, je vais lui céder la parole. Merci. Vous, Alain, merci d'avoir déjà dit ce que je voulais dire en introduction. Effectivement, j'ai eu la chance, l'honneur de travailler avec François sur 2 livres pleins et le début d'un 3e livre. Ces 2 livres pleins étaient Nostalgérie, l'interminable histoire de l'OS, et à contrario, j'ai également travaillé sur l'histoire des communistes en Algérie. Donc 2 livres publiés, travaillés avec François, et quand beaucoup d'auteurs qui sont présents ici savent ce que signifie travailler avec François. J'avais trouvé la formule, j'avais dit qu'il était un exigeant amical, ou un amico exigeant si vous voulez. Vraiment, François avait toujours vraiment ce regard, mais en même temps cette j'allais dire dureté, je ne sais pas, mais en tout cas cette exigence effectivement vis-à-vis de ces auteurs. Et donc le 3e livre, que je vous l'annonce, et un certain nombre d'entre vous ici savent qu'il est dans les starting blocks, s'appellera La première guerre d'Algérie. J'ai eu l'idée de travailler sur la conquête, me disant qu'en 2024, le 70e anniversaire du début de la guerre d'indépendance, un certain nombre de mes collègues vont peut-être sortir des livres. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi ne pas parler de cette première guerre d'Algérie qui a été plus violente, beaucoup plus longue, puisque moi je m'arrête au début du Second Empire, donc 1830-1852. Certains collègues vont jusqu'à la révolte de 71 en Kabylie, donc c'est même tout à fait acceptable. Mais ne serait-ce que pour la période que j'ai étudiée, il y a eu plusieurs centaines de milliers d'Algériens morts, de l'ordre probablement d'entre 20 et 25% de la population qui sont morts lors de la conquête. Donc on ne va pas faire des comparaisons sordides, mais en tout cas les choses sont particulièrement pénibles. Et l'armée française, pendant la guerre d'indépendance, a perdu de l'ordre de 20 000 hommes. Pendant la conquête, uniquement, là je m'arrête au début du Second Empire,
pendant la conquête, il y a eu 100 000 soldats français qui sont morts. 100 000 soldats. Une particularité, donc, pas tous au combat, mais enfin, je développerai, ça vous donnera l'occasion de lire ces pages-là. Et puis, voilà, effectivement, les 5 premiers chapitres ont été relus par François, et j'ai encore dans mon ordi, évidemment, les échanges, c'est encore plus émouvant. Et puis, bon, évidemment, comme tout le monde ici, la foudre nous a touchés. Et puis, bon, les autres chapitres sont entre les mains d'autres collaborateurs de la découverte. Donc voilà. Alors l'autre chose sur laquelle, et peut-être surtout, je ne vais pas parler que de moi, évidemment, l'autre chose sur laquelle je voulais vous donner une information, c'est sur le site Histoire coloniale et postcoloniale. C'est un site qui a un certain historique. Je commence par le début. François Nadiras, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. François Nadiras était un militant de l'ALDH de Toulon, qui a été absolument désolé, ou même plus furieux, au moment de l'arrivée de, je crois qu'il s'appelait le premier maire Front National de Saint-Michel. Maigret. Bon, au moment où le Front National a pris la municipalité de Toulon, François, qui était donc un militant de base de la LDH, oui, le chapelier, comment il s'appelait ce triste individu. Donc François Nadiras a créé un site qui s'appelait LDH Toulon. Et lorsque François Nadiras est lui aussi décédé, nous nous sommes réunis avec François Gèze, avec Fabrice Dessoputi, Gilles Monceron et moi, en se disant il n'est pas possible de laisser ce trésor, qui était vraiment un trésor, sans perpétuation. Et donc nous avons décidé de créer ce site qui s'appelle donc Histoire coloniale et postcoloniale. Soyons un peu prétentieux, je pense que notre site est le seul, et je pense qu'il est irremplaçable, le seul il y a d'autres sites sur l'histoire coloniale, mais le nôtre a la particularité d'abord d'être une histoire ouvertement critique. Il suffit de voir l'identité des quatre rédacteurs principaux, et puis bon, beaucoup de collègues qui nous envoient du texte, mais également de couvrir la totalité de l'Empire. On a peut-être un défaut, c'est qu'on est, entre guillemets, trop algérien, et qu'il faudrait effectivement, je fais un appel d'ailleurs si d'autres collègues ici présents veulent contribuer par des textes. En tout cas, effectivement, nous manquons de textes sur l'Indochine, sur les autres parties de l'Empire. Mais enfin, en tout cas, c'est notre volonté. Alors, pourquoi dis-je que nous sommes, en tant que site, en tout cas, irremplaçables? Parce qu'on est quand même le relais également de protestations très contemporaines. Je pense qu'on a été le principal relais, je pense, des manifestations autour du 14 juillet 1953. Vous savez que le 14 juillet dernier, place de la Nation, on a fait un rassemblement on n'était pas les seuls, hein, il y avait un collectif le 14 juillet, mais en tout cas on a popularisé l'histoire, donc on a appelé la population à venir se souvenir de ce massacre colonial au cœur même de Paris, avec la statue de la Nation, place de la Nation, avec toute la symbolique. Et puis actuellement, une chose que beaucoup peut-être vous avez déjà entendu parler, l'histoire de l'érection de la statue du général Bijard à Toul. Je ne sais pas si c'est quand même quelque chose d'assez invraisemblable. Donc, les gens, là aussi, de la LDH de Toul, de Meurthe-et-Moselle, nous ont contactés pour nous demander d'être vecteurs de la protestation, ce que nous avons fait sur notre site, et ce que nous ferons le 26 mars prochain à Toul même. On va avoir sans doute un comité d'accueil un petit peu agressif, mais enfin, on assumera. Et donc le 26 mars prochain, on va, au nom de l'histoire coloniale, donc Fabrice et moi, allons portraitiser Bijard pour essayer, pour rappeler la municipalité a accepté actuellement, hein, la municipalité a voté pour. On va essayer de contredire et d'enfléchir sa décision. Voilà donc un grand moment d'émotion pour François. Merci. Je rappelle d'ailleurs que l'hommage à François du général Netzar
qui a dit tout ça, c'est la faute de François Gesse. Au procès à Paris. Non, c'est quand il a été arrêté en Suisse, il a été auditionné pendant 48 heures. Et sur les PV d'audition, il a tellement flippé qu'à un moment, il a dit « Mais je sais qui est derrière tout ça, c'est François Gesse, l'auteur de La Découverte, et c'est l'hommage du vice à la vertu. » Et c'est incroyable que le 28 août, la justice suisse avait décidé d'inculper le général Nézard, et qui est lui aussi décédé le 29 décembre. Et c'est vraiment une coïncidence incroyable entre le 30 août aussi, où le président du Chili relance la recherche des disparus au Chili. C'était des combats qui tenaient tellement à cœur à François, et c'est troublant ces dates. Et c'est vrai que Nézard, c'était vraiment l'hommage du vice à la vertu. Et cet Ignard a confondu La Découverte avec le titre d'un livre, alors qu'il avait fait procès aux éditions La Découverte. Mais je remercie quand même Sébastien de m'avoir invité, et puis toi, Gus, de me donner la parole. Moi, je ne connais pas, j'ai pas connu François Gesse vraiment d'un point de vue personnel, et d'ailleurs, je l'ai connu même assez tardivement, c'était vers l'affaire du voile en 2003-2004. Mais ce dont je peux témoigner, c'est que c'est un compagnon de route de l'antiracisme politique. Et ça, c'est important de souligner parce que François, il nous a accompagnés dans cette rupture qui a consisté, qui a été l'antiracisme politique, et il a toujours été là et toujours du bon côté de mon point de vue, quand il s'agissait de prendre des positions sur les questions ultra sensibles. Et quand je dis des questions sensibles, c'est celles qui ont divisé toute la gauche depuis les années 2000, c'est-à-dire l'islam, l'islamophobie, le voile, la résistance palestinienne, bref, des questions de race, voilà, qui alimentent le débat public depuis les années 2000. Eh bien, François a toujours été avec nous sur ces questions-là, et je peux témoigner, vraiment, de là où je suis, sur le fait qu'il ne m'a jamais refusé une signature. C'est-à-dire que quand il s'agissait de prendre des positions sur des questions dont je dis qu'elles divisaient toute la gauche, et qu'elles créaient des ruptures, des disputes, des fortes batailles idéologiques, eh bien, il était de l'autre côté. Il était là. Et il n'a jamais failli, vraiment. Et pour cela, moi je suis extrêmement reconnaissante, parce que je sais à quel point c'était difficile de porter des questions que vous connaissez, toutes celles qui passionnent le débat public et qui divisent. Voilà. Donc voilà, je suis là pour dire ça et lui être extrêmement reconnaissante. Voilà, pour ça. Du coup, moi j'ai écrit cette fois, j'avais pas écrit vraiment, j'avais en septembre, je me suis mis là parce qu'il y a maman pas loin, c'est ça? T'inquiète, non, pas loin de moi, c'est ça, juste à côté de moi. Il y a mes cocons tata, là, comme ça, je vois tout le monde, super. Il y a mes sœurs. Donc j'ai écrit, donc je lis. Si c'est un slam ou une chanson, j'aurais pu le faire comme ça, mais là c'était pas possible. Vas-y. Donc c'est un exercice qui peut sembler complexe d'être le fils de papa. Et il est complexe. L'héritage qu'il me laisse, c'est un héritage collectif dont nous sommes bien tous individuellement bénéficiaires. C'est finalement assez peu un héritage filial pour moi aussi. C'est quelque chose dont on doit se rendre propriétaire en lisant les auteurs qu'il a choisi d'éditer et en faisant quelque chose dans sa vie personnelle ou pas. C'est pourquoi je ne peux pas dire ce que papa m'a apporté. Mais si je veux vraiment lui rendre hommage, et je veux le faire, c'est obligatoirement en disant qui je suis. Sinon, je ne serais vraiment pas grand-chose de lui. Lors du dernier hommage ici pour papa, quelqu'un m'a dit que quand j'étais bébé, il me présentait fièrement dans ses bras à ses camarades en chantant la chanson de la jeune garde. Découvrir cette chanson m'a aidé dans mon deuil. Voilà un extrait du refrain. Prenez garde. Prenez garde, vous les sabreurs, les bourgeois, les gavés, les curés. Voilà la jeune garde qui descend sur le pavé. C'est donc aujourd'hui pas seulement en tant que fils de papa, mais surtout en tant que jeune militant engagé dans les luttes collectives pour un avenir plus égalitaire et plus juste que je veux vous parler. Le sujet de mon intervention, c'est pourquoi et comment il serait inacceptable pour moi d'enterrer le travail qu'il a fait sur l'Algérie dans la terre avec lui. Ça va rebondir d'ailleurs avec Scali Rouya et Alain aussi.
Je suis tout à fait conscient que c'était bien un sujet polémique avec beaucoup de ses camarades et que bien souvent, par souci d'être peu clivant, il préférait éditer des livres plutôt que d'éterniser des débats fratricides, ce qui est tout à son honneur. Il y a Cécilia qui n'est pas là aussi aujourd'hui, puis Roselyne, même dans les Tatars. Je me souviens notamment d'une une grosse dispute avec Cécilia sur ce sujet, avec de l'amour toujours derrière. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent que la conflictualité est un outil important qui manque à notre société à nos liens. Le néolibéralisme nous en a privés, mais c'est à plusieurs qu'on grandit et à plusieurs idées contradictoires et débattues. Aussi, je veux tout de suite indiquer que je n'ai pas d'attente particulière à l'issue de ma prise de parole. Certains d'entre vous resteront sur leur position à ce sujet, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais peut-être qu'une poignée sera éclairée par mon témoignage et que cet impact permettra une nouvelle orientation. Moi, je suis chanteur et peut-être poète. Avec moultes actions culturelles, adhérant à la CGT, j'ai été gilet jaune, engagé de nombreuses façons, soutien affirmé mais pas encarté de LFI, adhérant aux thèses de l'antiracisme politique. Avec une indépendance de pensée que je me garde de vous prouver, vis-à-vis de celles et ceux qui m'inspirent, comme vis-à-vis des gens que j'aime, et papa était des deux. Alors pourquoi l'Algérie? C'est donc pas moi qui continuerai l'œuvre de papa, c'est vous, c'est nous. Un de mes derniers entretiens politiques lors du week-end du 14 juillet 2023, rituel familial de longue date, est pour moi très clair et c'est une confirmation de la base de son projet et des moyens pour y arriver. La gauche des partis, associations et syndicats, qu'on pourrait aussi appeler la gauche blanche, n'a pas fait le travail sur son propre racisme. Et c'est ce qui facilite la bascule actuelle, pilotée par les ultra-riches de l'extrême centre à l'extrême droite. Je cite donc papa de mémoire. Le problème, c'est qu'ils sont trop nombreux à gauche à être trop loin de reconnaître tout ça. Je ne surprendrai personne en affirmant que sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, les engagements politiques de papa, si on devait en écrire un livre, alors il serait inconséquent que seulement un tiers ou moins soit consacré à l'Algérie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment qu'il faut parler de ces engagements autour de la crise du livre, et évidemment qu'il faut parler du Chili, de l'Argentine, du CDT, mais de nos souvenirs d'enfance de la rue de Nanteuil, de Monsanto, du féminisme, etc., etc., etc. Mais si c'est pour ne pas parler de l'Algérie, alors nous ne serions que la démonstration du fait qu'il avait bien raison. Je pense qu'il n'est pas impossible que certaines personnes ici ignorent encore l'importance de la relation de la France avec l'Algérie. Il y en a peut-être quelques-uns. Et son importance dans la montée actuelle de l'extrême droite par son islamophobie. Donc pour que ces personnes aient envie de s'intéresser au travail de papa et à ses nombreuses éditions, je vais redonner simplement quelques bases. On oublie souvent en fait, quand on est dans le truc. En commençant par une des formules laconiques mais lourdes de sens dont papa avait le secret, les constitutions de la 3e et de la 4e République ne reconnaissaient ni les femmes ni les indigènes comme des êtres humains. J'ajoute, la constitution de la 5e République est écrite sur les cendres de la guerre d'Algérie, ce département français où sont nés beaucoup de nos compatriotes d'aujourd'hui. Ça a été la guerre coloniale la plus longue et la plus meurtrière menée par la France. C'est la dernière guerre avec conscription obligatoire. La plupart des soldats qui en sont revenus, et on parle bien de la totalité des hommes en âge de faire la guerre, la plupart donc, trop honteux de ce qu'ils ont été obligés de faire là-bas, n'en ont jamais reparlé du tout. Les anciens de l'OAS ont bien été placés à des postes clés, notamment au ministère de l'Intérieur pour qu'ils se tiennent tranquilles. Enfin, pour peu qu'on ne considère pas les territoires ultramarins comme des colonies, ce qui est discutable, c'est tout simplement la dernière grande guerre de colonisation menée directement par l'État français. Le problème avec l'islamophobie, c'est des titres de partie de mon truc. J'ai pas été en mesure de m'engager très tôt pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais en 99, j'avais déjà dans mon entourage proche une bande de jeunes militants de gauche. Il y en avait un qui écrivait au journal de la LCR. Tous étaient passionnés par la création d'attaques. Et moi, je touchais la hache et j'étais en convalescence. Mais ma curiosité pour les engagements de mes amis m'avait déjà poussé à questionner leur anticléricalisme, trop primaire à mes yeux. Après mon enfance et mon adolescence dans notre maison bourgeoise de Vitry-sur-Seine, j'ai passé 14 ans dans une cité populaire à Montrouge. Et la fin de ma convalescence est marquée par le travail d'intervenant culturel que j'ai trouvé auprès des jeunes de foyer. Aux apprentis d'Auteuil, cette association catholique où l'on fête l'Aïd. Et c'est particulièrement au moment du Karcher de Sarkozy que j'ai souhaité retrouver un intérêt à la politique. Le chemin le plus sûr me semblait alors d'acheter le journal Le Monde. Un doute m'assaillant, je suis été allé demander à papa ce qu'il en pensait, et sa réponse était sans équivoque à ce moment-là, en l'absence de Mediapart et des futurs autres médias indépendants. Selon lui, le seul média restant sur lequel je pouvais compter pour me délivrer une info sûre à 96%, c'était RFI. Le top du moment, le reste étant déjà trop dans la dérive gangrénée qui n'est plus un secret pour personne aujourd'hui. C'est autour de ces années-là que j'ai consacré énormément de temps à essayer de comprendre l'islamophobie aveugle de la gauche et son instrumentalisation par l'extrême droite. Je suis ensuite arrivé il y a plus de 11 ans dans la ville d'origine de la famille Gèze, à Toulouse.
ville militante peuplée de nombreux descendants des réfugiés anarchistes de l'exil républicain espagnol. C'est dans cette ville où papa a fait mai 68 que s'est allumé en décembre 2018 pour moi et quelques millions en France l'espoir qu'à plusieurs, on pouvait changer les choses avec un gilet fluo sur le dos. À Toulouse, capitale des Gilets jaunes, il a suffi de 4 actes pour que le mouvement vire directement à gauche, notamment grâce au tissu militant de base et à nos antifas locaux. C'est aussi à ce moment-là que j'ai pu commencer un échange avec papa, puisque j'étais alors en plein dans son sujet. Au-delà de la laïcité raciste, le premier thème sur lequel j'ai voulu me documenter, c'est celui des violences policières. J'ai été stupéfait de voir autant de barbarie chez des êtres humains, et j'ai souhaité comprendre. Papa m'a donc conseillé Mathieu Rigous. S'il le dit, c'est pas si je vous conseille Mathieu Rigous. Il y a quelques semaines, j'ai filé un coup de main à Mathieu pour l'enregistrement des voix off de son nouveau documentaire. Il est toulousain. J'ai acquis une sérieuse base de données d'analyse personnelle sur mes 2 sujets de prédilection, donc la police et l'islamophobie, que je continue de considérer comme majeurs matériellement dans la période. Au-delà des autres personnes qui m'ont éclairé, comme Monique et Michel, Pinson Charlot, j'en profite pour glisser à Stéphanie, non sans fierté, que j'avais attiré l'attention de papa sur le travail d'Alain Deneau. Et papa m'en avait remercié par la suite. Je crois comprendre qu'il avait entamé un geste dans la direction du travail de ce monsieur, ce chercheur canadien qui a écrit sa thèse sous l'égide de Jacques Rancière et à qui on doit entre autres la mise à jour de l'extrême centre, le capitalisme néolibéralisé et son extrémisme déguisé en modération. Ainsi que le rappel, pour exemple, du fait qu'une des plus grosses multinationales françaises est Total. La bascule de l'extrême centre à l'extrême droite, c'est bientôt fini, je vous promets. Il me semble utile de rappeler qu'il est minuit moins 1, en commençant avec une autre des phrases laconiques de papa qui permet de dater précisément l'époque. Toute cette merde commence à Reagan. À Reagan aussi. Ouais, ça mérite d'être clair. Nous avons eu pendant 5 ans un ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui était d'extrême droite. Notre ministre de l'Intérieur actuel est un monarchiste, homophobe, antisémite et violeur. Les humiliations des Arabes ont pris des proportions nouvelles. Quand bien même elles étaient déjà là, il est impossible de nier leur recrudescence incroyable. La police tue les indigènes français en quantité désormais impressionnante et en toute impunité. Et toujours en toute impunité. Le racisme islamophobe exprimé par l'élitisme bourgeois qui nous gouverne est donc bien tout sauf une diversion. La séparation des pouvoirs est quasiment réduite à néant, etc., etc. La démonstration n'est plus à faire et nous savons tous et toutes que pire est fort probable. Jean Castex, avant de détruire la RATP, qui est en train de faire actuellement, et après avoir détruit l'hôpital public sous Sarkozy en introduisant la T2A avec Olivier Véran, Jean Castex, donc, à l'automne de sa courte carrière de Premier ministre, décide de restreindre drastiquement l'accès aux archives de la guerre d'Algérie pour les chercheurs. Et dans la même semaine, il se présente le samedi soir à TF1 en intimant qu'il faut qu'on arrête de se flageller avec la colonisation. Quand Sandrine Rousseau prend la défense de Marion Maréchal, la semaine dernière, sous couvert de féminisme, ça n'a rien d'anecdotique pour moi. C'est emblématique au contraire. Nous sommes en plein dans cette bataille idéologique. L'obscurantisme, l'autoritarisme et les violences d'État sont les marqueurs sur lesquels papa essaie de nous alerter et de nous utile. Dans la semaine de sa mort, plusieurs figures de gauche écrivaient sur les réseaux sociaux leur admiration pour lui en 2 lignes, mais rajoutaient une ligne pour signifier qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui sur l'Algérie. Hashtag Francoagèse, ce qu'il fallait démontrer. Ici, je vous passe les détails car j'ai entendu bien pire de la gauche blanche au sujet de papa cette semaine-là. Bien pire sous couvert d'hommage au sujet de l'Algérie. Bref, il est minuit moins 1. Donc, il se passe quelque chose et je sais ce que papa aurait pensé de la loi immigration de cet hiver. Car c'est bien sur toutes ces dérives qui nous alertait. L'aveuglement de la gauche d'avant sur les 700 structures fermées parce que musulmanes en 2021 déjà, dont le CCIF et Baraka City, c'est la démonstration de leur mauvaise foi quand Alternativa ou la LDH sont finalement menacés en 2023. Menacés par les mêmes pour qui ils voulaient nous obliger à voter quand même. Bon, allez, politique. Je veux rapidement vous livrer 2 outils que j'ai pu créer et que j'ai testés et vérifiés. Toi, ou quelqu'un de ta famille a subi une agression au nom de la religion, alors tu as le droit d'être anticlérical. Pas de problème. Mais si tu ignores que l'islamophobie, même justifiée par la haine des cathos, est un outil de pouvoir puissant pour l'extrême droite, alors il y a matière à douter. Il y a de l'anticléricalisme constructif chez les pratiquants, et la confusion systématique qui est faite entre pratiquants et clergés devrait achever la remise en question. Deuxième outil, la lutte contre la radicalisation, ok. Il est très clair, si on voulait vraiment la mener, qu'elle passerait prioritairement et obligatoirement d'abord par la lutte contre l'islamophobie. On en est bien loin quand même. Et c'est donc en décembre 2022, grâce à ma petite cousine Emmanuelle, que je rencontre la pensée d'Ouria. Comme à mon habitude, une double vérification s'imposait à moi et c'est celle de vérifier ce que papa en pensait. Sa réponse était claire, laconique encore. Évidemment, c'est une amie.
De Mitterrand qui sort l'extrême droite de sa caverne en 87, à Fabien Roussel qui cultive l'insécurité culturelle en 2022, en passant par les petites filles voilées de Creil en 89 et le printemps républicain, tout ce que je cherchais à dire et à comprendre depuis 20 ans est soudain devenu plus clair pour moi, grâce à la chaîne Parole d'Honneur et à toute la galaxie de l'antiracisme politique. Enfin, au même titre que l'expertise de tout néolibéral, l'élitisme a détruit le pays. À tel point qu'il est effectivement vraiment devenu plus pertinent en 2022 d'aller à TPMP qu'à Mediapart pour espérer rétablir une culture politique de gauche. C'est évident, et ça l'était pour papa, comme pour moi, on a eu la discussion. Mais pour lutter contre la résignation, pour aller chercher toutes celles et ceux qui ne sont pas ici et qui n'y croient plus, il ne faut pas écouter l'essentiel de la gauche qui vote depuis 20, 30 ou 50 ans. Ces gens ont en fait globalement assez peu d'intérêt, sauf dans leurs agitations. Il faut juste regarder le réel. Contrairement à l'Italie, à la Suède, au Danemark, aux Pays-Bas, à la Hongrie, à la Pologne, au Royaume-Uni, aux USA, nous avons un parti ouvertement anticapitaliste et antiraciste qui a fait 22% en dernière présidentielle. Nous avons vécu l'année dernière, juste l'année dernière, le plus grand mouvement social depuis 50 ans. La victoire n'est pas si loin, ou en tout cas elle est loin d'être impossible. Les jeunes militants que je fréquente sont plus nombreux et mieux construits que d'autres générations, avec toutes les exceptions qui confirment cette analyse dans toutes ces générations. Les positions de ces jeunes sont limpides sur le racisme qui se déchaîne sur les sémites musulmans et les noirs musulmans réels ou supposés, et cela met en relief la peur irrationnelle des religions de mes vieux camarades anarchistes. La plupart des jeunes indigènes avec qui je travaille dans les quartiers toulousains n'attendent que d'avoir 18 ans pour vivre leur athéisme tranquillement. Les pratiquants des religions que j'ai rencontrés respectent tous les croyances des autres. C'est la majorité des croyants athées ou agnostiques que je connais qui sont les seuls prosélytes que j'ai pu croiser. Voilà, enfin, comme disait Miguel en septembre dernier ici, hasta siempre, papa. Le bouche à oreille est le plus puissant des médias, il faut l'utiliser. Et pour citer les Rastas, qui depuis la Bible parlent de l'histoire de l'esclavage, la moitié n'a jamais été racontée. Il faut donc parler de l'histoire de l'Algérie française, car la France, elle a le cancer du côlon. Conclure. Non, je ne conclue pas. La conclusion du plus, c'est d'habitude la révolution est au coin de la rue. Prenez-moi un maximum. Voilà. Non, écoutez, la génération, la première génération actuellement, c'est celle qui a finalement vécu la décolonisation et mai 68. Voilà, c'était la génération de François, il en était tout à fait représentatif, il en était tout à fait conscient. Bon, nous avons vécu une deuxième génération, c'est celle des 40-60 ans, nous en voyons beaucoup d'ailleurs, qui a été très marquée par les mouvements féministes et antiracistes, et le mouvement des peuples premiers, et un certain nombre de nouveaux mouvements. Et je crois que c'est très très important. Actuellement, par exemple, la plus grande partie des associations de cette maison sont animées par des femmes de 40 à 60 ans. C'est vraiment la majorité. C'est la nouvelle majorité et c'est une nouvelle étape qui s'ouvre. Bon, et la troisième génération, c'est celle de Sébastien. Merci Sébastien, il a très bien résumé. C'est une génération qui commence. Elle a commencé en 2008, on peut le dire, hein, avec l'ensemble des mouvements qu'il y a eu dans le monde, en Algérie et un peu partout, dans 50 pays du monde. Elle a été réprimée très violemment, mais je pense que c'est elle qui est porteuse effectivement de nouvelles propositions et que nous allons écouter et travailler avec elle. Bon. Tout ceci étant dit, nous allons pouvoir prendre un verre et je vous remercie à tous et toutes.